Bonjour bonnes gens. Alors je vais vous adresser la parole aujourd'hui pour vous parler d'un personnage euh, qu'on ne connaît peut-être pas suffisamment en France, et pourtant il est français. Ce monsieur s'appelle Jean Bodin. Vous avez déjà entendu parler? Alors pour ceux qui ne connaissent pas Jean Bodin, une espèce de conseiller juridique, économiste, philosophe et politicien français du XVIe siècle, hein, qui a été conseiller notamment d'Henri III. Et qu'a-t-il fait ce brave homme? Il a notamment, il a fait un traité sur la méthode, donc intéressant, une méthode scientifique, en se basant sur l'étude des classiques antiques. On est pendant la Renaissance, hein, pardon. Et il a aussi fait un traité sur la théorie quantitative des monnaies. Décidément, un chat dans la gorge. Bon, alors, pour parler de cette théorie quantitative de la monnaie, il faut revenir sur la conquête de ce qu'on appelait à l'époque les Indes. Fin du XVe siècle, il y a une concurrence phénoménale entre le royaume du Portugal et le royaume de l'Espagne. Donc à l'époque, c'était la Castille, pour la conquête du monde. En 1494, c'est-à-dire 2 ans après la découverte en fait, des îles, par Christophe Colomb, puisque Colomb, lui, était persuadé qu'il avait rejoint les Indes en traversant l'Atlantique. Il ne savait pas encore que c'était un continent qu'il avait découvert. Le roi d'Espagne et donc le roi de Castille et le roi du Portugal signent un traité qui s'appelle le traité de Tordesillas. Tordesillas, et qui stipule que toutes les conquêtes de ces deux empires, qui seraient à l'ouest du 44e méridien longitudinal à l'ouest, seraient des conquêtes espagnoles, et tout ce qui serait à l'est serait des conquêtes portugaises. Ce faisant, le roi du Portugal pensait que ça lui serait favorable parce que on allait envoyer justement Vasco de Gama contourner l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, donc ça c'est en 1497, et atteindre les Indes par l'autre côté. Mais comme entre-temps il s'avère que l'Amérique est un continent, et que donc un continent nouveau, et que y a tout plein de nouveaux territoires à concourir, l'Espagne a pris un ascendant considérable à ce moment-là, au début du XVIe siècle, sur le Portugal. Et en 1529, après la circonvolution par Magellan, vous savez, donc, qui n'a même pas survécu à son voyage autour du monde, hein, le retour de l'expédition de Magellan en 1522 provoque une réaction du roi du Portugal pour dire: je suis défavorisé, je suis lésé par cet accord ce traité de Tordesillas, et pour revoir les conditions du traité. Et à ce moment-là, ce traité est complété par le traité de Saragosse en 1529, qui stipule qu'au-delà du 133e parallèle du 133e méridien est, longitude est, eh bien,
euh, toutes les nouvelles conquêtes appartiendraient aux Espagnols, c'est-à-dire en gros, si vous voulez, les Philippines, tandis que la partie entre donc le 44e ouest et le 133e est resterait sous domination portugaise, ce qui inclut donc l'Afrique, les Indes, jusqu'à donc on doit situer vers Sumatra, quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une bonne bande de terre. Et ces deux royaumes ont décrété que tous ces territoires nouvellement découverts seraient propriété du roi d'Espagne ou du roi du Portugal. Ce faisant, en Espagne notamment, en Amérique, on découvre à ce moment-là des mines d'argent. Bon, d'abord, on y va aussi pour l'or, donc on essaye de trouver de l'or partout où on en trouve. C'est-à-dire, on connaît l'histoire donc où les conquistadors essayent euh, de, de, d'échanger de la verroterie, comme on dit, contre tous les objets en or possibles et imaginables. Mais il y a aussi les mines les plus importantes d'argent qui n'ont jamais été découvertes au monde, au Potosi, donc dans le sud du continent, en Argentine justement. Et en fait, il y a une telle quantité d'or et d'argent qui va inonder les marchés européens qu'il y a une inflation importante, c'est-à-dire une montée des prix. Or, avant Jean Bodin, les économistes de l'époque pensaient que l'inflation était liée à des spéculations, c'est-à-dire des manœuvres d'opérateurs financiers pour faire monter les prix artificiellement. Et Jean Bodin est notamment un des premiers à mettre en lien l'idée que c'est pas des spéculations qui font monter les prix, mais c'est la quantité d'argent disponible par rapport à un marché donné qui fait que finalement les prix montent. C'est-à-dire cette inflation est liée directement à la quantité de monnaie qu'on imprime. Et il va en tirer une théorie quantitative des monnaies qui va être reprise par la suite par les premiers économistes modernes, comme Ricardo par exemple, et ensuite au XXe siècle, des gens comme Hayek, qui sont donc du tenant des libéraux, qui vont disons, proposer de contrôler l'inflation, notamment par une politique de baisse d'intérêt, de taux d'intérêt, quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, en fait, si vous ne connaissiez pas Jean Bodin, eh bien, penchez-vous sur son cas, parce que c'est un personnage tout à fait intéressant. Donc, je complète cette information par rapport à ce que j'avais dit sur l'indexation ou non par exemple, d'une monnaie comme le dollar à l'étalon, ce qu'on appelle l'étalon or. Et quand on a découplé, c'est sous Nixon que ça s'est passé, le dollar de la valeur étalon or, eh bien on a permis de produire de la monnaie. Ce qui a déclenché une inflation sur le marché états-unien et donc par ricochet sur l'ensemble des marchés, notamment donc des pays atlantistes, donc entre le nord, l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais c'est pas pour autant qu'on a complètement abandonné l'idée
d'indexer la monnaie par rapport à une valeur. Et justement, la nouvelle valeur, c'était le pétrole. Donc j'en parlais en parlant des sept sœurs. Eh bien, on a depuis les années 70 jusqu'à à peu près maintenant, en tout cas jusqu'à la crise des subprimes en 2008, indexé la valeur du dollar par rapport au pétrole. Et on a un pic justement pétrolier vers les années 2008-2010. On a deux spécialistes, un qui a été conseiller des grands groupes pétroliers des dites sept sœurs, qui s'appelle Colin Campbell, qui est en Irlande, et on en a un autre qui est Jean-Marc Jancovici, qui est en France. Et les deux considèrent que le pic pétrolier a été passé, c'est-à-dire le pic de production du pétrole a été passé vers les années 2008-2010. Donc nous serions actuellement dans une phase décroissante de la production de pétrole. Et en gros, la prospection de nouveaux champs pétrolifères est encore actuelle. Mais le problème, c'est que les champs pétrolifères les plus, comment dire, aisés à extraire, comme en Arabie Saoudite par exemple, ou comme au Koweït, ou en Irak, il suffit de creuser un trou dans le sol pour que le pétrole jaillisse quasiment. Donc ça coûte très très peu d'investissement. Ces gisements-là sont en train de s'amenuiser et on ne trouve pas de gisements d'une même qualité. Alors on parle en Arctique de gisements peut-être, mais bon, par exemple l'Arctique, si on va au pôle Nord, on est à 4000 mètres de profondeur. Donc il faut trouver du offshore qui passe par les glaces de l'Arctique. Alors je sais bien que l'Arctique est en train de fondre, mais la glace polaire est en train de fondre, mais bon, il faut passer 4000 mètres de profondeur pour faire un gisement qui soit rentable. Ou alors, justement, on a vu dans le golfe du Mexique, avec une catastrophe sans précédent d'ailleurs, dans les années 2012, je crois, c'était sous Obama, hein, avec justement la plus grande catastrophe liée au pétrole écologique qui s'est passée dans le golfe du Mexique. Il y a eu un gisement offshore qui a, à 3500 mètres de profondeur qui a fuité. 800 millions de 800 millions de tonnes de pétrole. C'est quelque chose d'incroyable. Ça fait plus de 800 millions de mètres cubes. Je vous laisse un petit peu calculer, c'est inimaginable. Et les gisements qui ont été prospectés en Amérique du Nord, notamment, c'est ce qu'on appelle soit des gaz et ce qu'on appelle des gaz de schiste, des pétroles de schiste, c'est-à-dire qui sont bloqués dans les couches rocheuses, ou ce qu'on appelle des sols bitumineux, donc du sable qui contient du pétrole aussi. Et pour extraire ces gisements, il faut des méthodes beaucoup plus invasives et surtout qui coûtent beaucoup plus d'argent. Donc le pétrole issu des couches bitumineuses ou des couches de schiste, c'est un pétrole qui est rentable à partir de 60 dollars le baril. En deçà de ça, c'est pas rentable. La crise du Covid a provoqué une chute des prix. Alors je ne sais pas où c'en est actuellement, mais c'était descendu même il y a eu un moment où le baril était à rien du tout. Et il était à 10 dollars le baril. Quand on est à 10 dollars le baril, tous les gisements qui sont en Amérique du Nord ne sont pas rentables. On vend à perte. Et voilà pour la question du pétrole. Et pour la question de la monnaie, c'est-à-dire que si, par exemple, le pétrole s'amenuise, il va y avoir automatiquement une retombée sur la
l'aspect quantitatif du dollar, notamment. Et on peut comprendre maintenant pourquoi, par exemple, les Chinois ont acheté en masse, ont racheté en masse, apparemment, d'après ce qu'on dit, de l'or. Visiblement, les Chinois proposent avec leur yuan une nouvelle monnaie internationale qui est donc de nouveau accouplée à l'étalon or. Et donc, rappelons-nous de Jean Bodin, puisque au XVIe siècle, ce monsieur avait déjà trouvé la formule qui nous permettait de prédire que si on ne fait pas attention à la valeur étalon que l'on choisit, eh bien, on peut provoquer, par exemple, la montée des prix, de l'inflation. L'inflation en soi, ce n'est pas grave quand elle est jugulée. Quand elle n'est pas jugulée, on a ce qu'on appelle une hyperinflation. Et à ce moment-là, le pouvoir d'achat des personnes, notamment bien entendu le pouvoir d'achat des personnes les moins fortunées, est très très passablement entamé. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. D'abord, de connaître cette histoire sur le traité de Tordesillas et le traité de Saragosse, parce que ça aussi, hein, c'est intéressant. Et aussi, justement, maintenant vous saurez mieux qui était Jean Bodin. Bonjour chez vous.